Donc, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire sur la gestion raisonnée du parasitisme. Donc, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Ariane Meerskert, qui est vétérinaire à l'ASBL Natagriwal, qui va nous parler de la gestion raisonnée des antiparasitaires et de sa mise en œuvre. Ici, on va d'abord approcher le sujet de façon théorique avec un webinaire. Et ça suivra ensuite une collecte des matières fécales chez vous, de vos animaux, pour réaliser des analyses coprologiques. Donc ça, ce sera dans un second temps. Vous pourrez vous manifester à la fin du webinaire pour voir si vous êtes intéressé par cette démarche. Et la troisième partie, c'est une restitution des résultats qui se réalisera en ferme, normalement le 8 juin, lors de notre rencontre annuelle avec le réseau Terrae. Donc voilà, Ariane, je vais te laisser la parole pour commencer ta présentation. Ok, merci beaucoup Antoine. J'espère que vous m'entendez bien parce que je voulais mettre un casque, mais apparemment mon ordinateur ne supporte plus les casques. Je m'appelle donc Ariane Meerskert, je suis vétérinaire, comme Antoine l'a dit. Je travaille chez Natagriwal depuis presque 6 ans maintenant. Et ma mission principale là-bas, c'est effectivement de faire une sensibilisation à la gestion raisonnée du parasitisme. Alors, je pense que certains d'entre vous me connaissent ou connaissent le discours que je vais tenir aujourd'hui, mais c'est pas grave, c'est peut-être un petit rappel salutaire. Et puis, par rapport peut-être à la présentation que j'ai pu faire déjà pour quelques personnes du réseau Terrae, j'ai encore un tout petit peu modifié parce que je continue de me documenter sur le sujet. Les bases restent vraiment les mêmes, mais de temps en temps, il y a des petites choses qui viennent se rajouter. Je vous disais que ça fait presque 6 ans que je travaille chez Natagriwal. J'ai donc pas toujours travaillé dans ce domaine-là. Sachez simplement qu'au tout début de ma carrière, j'ai un peu travaillé dans l'élevage de moutons, où je faisais des inséminations artificielles et des échographies comme diagnostic de gestation pour le compte de ce qui s'appelle maintenant le Centre de recherche ovine à Follet-Tombe. Ensuite, je suis passée pour une association d'éleveurs bovins et je suis devenue responsable génétique des races laitières. Là, je n'allais plus moi-même dans les fermes, mais je donnais plutôt des conseils aux inséminateurs, aux techniciens d'élevage et aux éleveurs eux-mêmes pour les races laitières. Et puis, je suis entrée dans l'industrie pharmaceutique où je suis restée 25 ans. Donc voilà. Gestion raisonnée du parasitisme, je vais essayer de garder ça un peu interactif. Donc, je vais de temps en temps vous poser des petites questions. Parce que j'ai un pop-up. Voilà. C'est vrai que vous avez tous coupé votre micro, mais là, vous pouvez le rallumer quand je vous pose des questions. Et puis, vous n'oubliez pas de l'éteindre après. Si je mets ce chiffre-là, 99, est-ce que quelqu'un peut me dire, sauf ceux qui ont déjà vu cette slide avant, mais sinon, est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi ça correspond à peu près? Je devrais mettre un petit tic-tac, attendre 10 secondes et puis je donne la réponse si personne n'a répondu. Non, moi je ne sais pas. Une idée, personne? Aucune idée. Non. Non. C'est un peu difficile par webinaire. Hein. Quand on est en présentiel, en général, les gens se lancent et disent des choses. Mais... Donc, je vais vous donner un indice. En voilà un. C'est pas grand-chose. Toujours rien. Non. Encore un. Peut-être le nombre de maladies liées aux espèces propres aux parasites. Les parasites. C'est bien essayé, mais c'est pas tout à fait ça. Okay. Je vous donne le dernier indice. Donc, en fait, vous voyez que 99, c'est la somme ici de cette ligne-là. Hein. Mmh.
c'est le nombre de médicaments antiparasitaires autorisés sur le marché belge actuellement. Et la ligne en dessous, c'est le nombre de molécules actives qui sont reprises dans ces médicaments antiparasitaires parce que parfois, pour une seule molécule active, on a plusieurs médicaments commercialisés par des firmes différentes sous des noms différents. Donc, si je prends l'ivermectine, par exemple, je pense qu'il y a 10 ou 15 spécialités sur le marché qui contiennent de l'ivermectine. C'est pour ça qu'il y a une différence entre ces deux lignes. Donc, 99, c'est le nombre de médicaments antiparasitaires actuellement sur le marché en Belgique pour les herbivores uniquement. Hein, donc, je ne parle pas des petits animaux. Voilà, c'était en guise d'introduction. Alors, ne coupez pas encore vos micros parce que j'ai encore une petite devinette ici pour vous. Ici, vous voyez un tableau d'un peintre qui a vécu au 19e siècle. Et le tableau est gardé à la Galerie nationale en Écosse. Mais je vous demande simplement de me dire ce que vous voyez sur ce tableau. Il n'y a pas de bonne et pas de mauvaise réponse. Simplement pour qu'on garde à l'esprit comment on pâturait au 19e siècle. Le tableau s'appelle Casting in Touraine, donc c'est en France quelque part, mais ça ne devait pas être tellement différent chez nous à l'époque. Pas de clôture. Pas de clôture. Il y a des bocages autour. Oui, des arbres, un peu de bocages, oui. Des grandes étendues quand même. Des grandes étendues. Pas beaucoup d'animaux. Pas énormément d'animaux, effectivement. C'est pas de l'intensif. Ils ont l'air assez maigres comme ça. Ils ont l'air, oui, pas vraiment maigres, mais pas gras non plus, et plutôt, je dirais, à finalité mixte. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui, c'est vrai, oui. Des grandes herbes, là, on voit qu'elles sont dans des roseaux. Voilà. On peut imaginer que le creux ici est un peu plus humide, que l'herbe a l'air plus verte, alors qu'à côté, c'est un peu plus jaunâtre. Et la paysanne surveille son troupeau qu'elle le déplace, j'imagine, en fonction de la nourriture disponible. Tout à fait. Tout à fait. Ben, c'est déjà très bien. Je crois qu'on a déjà cité pas mal de choses. Voilà. Donc, on va entrer plutôt dans le vif du sujet à l'heure de la présentation. Là, vous pouvez tous recouper vos micros pour ne pas qu'on ait les petits bruits de fond. Et donc, le but, c'était un peu de faire connaissance. Bon, c'est difficile en webinaire, mais j'espère que je ferai votre connaissance à la journée du 8 juin, alors. De vous parler un peu des enjeux d'une gestion raisonnée du parasitisme, hein, pourquoi c'est intéressant de le faire, de vous sensibiliser au phénomène de résistance aux antiparasitaires, et ça c'est résistance de la part des parasites vis-à-vis des molécules antiparasitaires, de vous sensibiliser aux méthodes diagnostiques, de donner des informations sur les méthodes de gestion des pâtures et la gestion des médicaments, et puis de vous encourager, si vous êtes éleveur, à discuter de tout ceci avec votre vétérinaire. Bon, ça redit la même chose, c'est simplement comment est-ce que le cours est subdivisionné. Et alors, avant de commencer, il y a 10 conseils pour gérer le parasitisme de façon raisonnée, qui sont subdivisés en 3 catégories. D'une part, identifier les risques. Et après, je vous parlerai de traiter de façon adéquate et puis d'éviter ou ralentir les résistances. Donc, identifier les risques, c'est connaître les parasites présents sur l'exploitation. Et c'est assez variable d'une exploitation à l'autre. Ça dépend de plusieurs facteurs. J'espère qu'à la fin de ma présentation, vous comprendrez pourquoi et de savoir quand et comment ils impactent les productions animales. De dédier un petit peu de temps au moment de la rentrée en étable, donc en fin de saison, en fin d'année, au moment de la sortie en prairie, là on y est, hein, c'est maintenant les sorties en prairie, et au milieu de l'été pour réfléchir à l'efficience d'un programme antiparasitaire.
et d'avoir un parcellaire de l'exploitation. Donc, vous verrez que dans les méthodes de faire une gestion raisonnée du parasitisme, il y a une gestion agronomique, il y a une gestion des pâtures. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un parcellaire de l'exploitation et de savoir quand les bêtes passent d'une parcelle à l'autre ou quand on change les animaux de prairie. Alors, si on passe à la partie traitée de façon adéquate, en fait, on va décider en général chaque printemps, mais ça peut être aussi en fin d'année quand les bêtes sont encore à l'étable, comment on va gérer le parasitisme, si on donnera un antiparasitaire de façon stratégique avec une gestion des pâtures, ou bien si on va faire une gestion plutôt thérapeutique, c'est-à-dire qu'on attend et on ne traite que si c'est nécessaire, ce qui va en général, si on attend et qu'on ne traite que si c'est nécessaire, on va encore diminuer l'utilisation des anthelmintiques. Si on part pour une gestion thérapeutique, on doit quand même faire un monitoring régulier parce qu'il ne faut pas attendre non plus que l'animal ou qu'une partie du troupeau soit trop atteinte par le parasitisme, parce que ça peut coûter cher aussi. Donc, on va faire un monitoring régulier pour voir si on est dans le bon. Et en fait, la gestion du parasitisme dépend aussi des objectifs que l'éleveur se fixe pour son bétail. C'est sûr que ce ne sera pas pareil si vous avez un objectif de croissance de jeune bétail que si vous avez un objectif laitier ou que si vous avez de l'éco-pâturage, par exemple. Ça va être des objectifs tout à fait différents et la gestion du parasitisme se fait aussi en fonction de ces objectifs-là. Et alors, on va, au moyen du monitoring qu'on fait des objectifs, on va décider s'il faut donner un antiparasitaire, lequel convient le mieux. Et celui-là, et ça j'y reviendrai plus tard aussi, celui-là, on devra aussi déterminer s'il est efficace, s'il a été efficace quand on l'administre. On y reviendra plus tard sur tous ces aspects-là. Et puis alors, les résistances, je disais dans l'introduction que j'allais quand même vous sensibiliser aux résistances des parasites vis-à-vis des antiparasitaires. Vous verrez plus tard, on y reviendra aussi, que ce qu'il faut surtout faire, c'est donner la bonne dose au bon moment, donc ne pas sous-doser, parce que quand on sous-dose, on donne une dose non létale aux parasites, ce qui favorise en fait l'émergence de la résistance. Et au moment de la rentrée à l'étable, s'il n'y a qu'un moment où vous devez faire un monitoring sur le parasitisme, ce serait celui-là. C'est au moment de la rentrée à l'étable. C'est à ce moment-là qu'on va vérifier ce qu'il y a encore. Il ne faut pas attendre que les bêtes soient à l'étable depuis un mois. Il faut vraiment le faire au moment où elles rentrent. À ce moment-là, on peut vermifuger quand les bêtes sont à l'étable, si on détermine qu'il y a lieu de vermifuger. Et alors, quelque chose qui est très important aussi, c'est la quarantaine pour les animaux entrant dans l'exploitation, parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de risques d'amener du parasitisme via un animal qui entre, même si le vendeur vous dit « je viens de vermifuger l'animal », c'est toujours important de quand même faire une bonne quarantaine. Alors, les enjeux d'une gestion raisonnée du parasitisme sont de plusieurs types. Jusqu'à présent, je parlais toujours des enjeux sanitaires, on va les détailler, des enjeux écologiques, des enjeux économiques, et je viens de rajouter qu'il y a quand même un enjeu de bien-être animal qui, quelque part, reprend un peu les enjeux sanitaires, mais pas que. J'ai élaboré un peu plus là-dessus aussi, et je pense que dans votre réseau, c'est un aspect que vous trouvez assez important aussi, donc je trouvais important de le développer un peu ici. Les enjeux sanitaires, en fait, donc les enjeux de santé finalement. En fait, un parasite, c'est quoi? Par définition, c'est un être vivant, un parasite, mais qui vit aux dépens d'un autre être vivant. Cette définition, elle est vraie pour les parasites des animaux, mais elle est vraie aussi pour les parasites des plantes. Donc, c'est une généralité, c'est que le parasite a besoin d'un autre être vivant qu'on appelle l'hôte,
hein, dans ce cas-ci l'animal hôte, pour parfaire son cycle, pour faire son cycle complet. S'il n'y a pas cet hôte, le parasite, il va parfois rester bloqué à un certain stade de son cycle, mais ce qui est certain, c'est qu'il ne peut pas faire le cycle en entier, c'est qu'il ne peut pas se reproduire. Or, les parasites, ils sont là depuis la nuit des temps, hein, en tout cas je parle ici des parasites du bétail, des herbivores. Ils ont coévolué avec leur hôte. Hein, il y a des parasites, on est certain qu'ils étaient là pendant la préhistoire, ils ressemblent d'ailleurs à des bêtes préhistoriques. Ils ont coévolué, ils n'ont pas attendu les interventions de l'homme pour savoir si oui ou non ils devaient mourir. Et d'ailleurs, depuis les interventions des hommes sur les parasites, il n'y a aucun parasite qui a disparu de la surface du globe. Donc c'est bien la preuve qu'ils coévoluent et ils essayent de s'adapter parce que les parasites en tant qu'êtres vivants, comme vous et moi, ils ne cherchent qu'une chose, c'est à perpétuer leur espèce. Et donc, ils n'ont pas pour but premier de tuer l'animal dans lequel ils vont se loger. Au contraire, ils vont se loger dedans pour essayer de se reproduire, pour faire des descendances. Alors, il arrive qu'un animal meure de maladie parasitaire, mais c'est en général parce qu'il y a d'autres co-infectants, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des bactéries ou des virus qui viennent co-infecter cet animal-là, que l'animal est affaibli, et dans ce cas-là, les parasites peuvent parfois prendre le dessus et venir vraiment terrasser l'animal, mais on met ça sur le dos de la sélection naturelle quelque part dans la nature. Chez les herbivores sauvages, par exemple, il y a des animaux qui meurent de parasitisme, mais c'est vraisemblablement un des aspects de la sélection naturelle pour essayer de favoriser ceux qui sont les plus forts, qui s'adaptent le mieux, et éliminer les autres. Donc, finalement, le but de ce parasite et de l'hôte, c'est d'arriver à un équilibre entre les deux. Et si on atteint cet état d'équilibre entre l'hôte et son parasite, on a remarqué, des études ont remarqué qu'on stimulait une certaine immunité, une immunité chaque fois que je le dis, je dis que je dois corriger ma slide, c'est une immunité antiparasitaire, hein, dirigée contre les parasites. Et on a pu remarquer aussi que cette immunité entraînait une immunité plus générale, donc l'immunité contre les bactéries, contre les virus. Donc si cette immunité antiparasitaire peut s'installer, elle donne une certaine résistance aux animaux contre d'autres types de maladies aussi. Et alors, comme je vous l'ai dit, on a parfois une sélection naturelle des individus plus faibles vis-à-vis de ceux qui sont résistants. S'il y a un déséquilibre entre l'hôte et le parasite, ça arrive, c'est parfois un facteur de race, hein, certaines races sont plus sensibles que d'autres, c'est parfois le cas quand on a un déséquilibre dans la ration alimentaire des animaux, quand on a des maladies concomitantes, et bien là, le pouvoir pathogène, c'est-à-dire à générer des maladies pour les parasites, va dépendre de la localisation du parasite. En fait, chaque parasite a des localisations préférentielles chez son animal hôte, va dépendre du taux d'infestation, du nombre de parasites, et s'il y a des infestations mixtes, c'est-à-dire plusieurs parasites ensemble ou bien un seul, et va dépendre de la réponse immunitaire de l'animal. L'enjeu sanitaire, et ici c'est une citation de Jean-Pierre Lumaret, qui est un parasitologue très réputé en France. Donc il dit « Le maintien du bien-être animal et des performances zootechniques passe ainsi par une limitation de la charge parasitaire, mais il faut avoir conscience que ce n'est pas le tout chimie qui va résoudre tous les problèmes. » C'est assez important de bien comprendre ça, et malheureusement, je pense qu'il y a encore beaucoup de vétérinaires. Je sais que vous, éleveurs, vous dépendez souvent de votre vétérinaire pour la gestion du parasitisme. Malheureusement, il y a encore beaucoup de vétérinaires qui n'ont pas compris ça. Il ne faut peut-être pas trop leur en vouloir parce que
Moi-même, pendant mes études et jusqu'il y a une quinzaine d'années, le discours qui était tenu, c'était il faut vermifuger préventivement pour ne pas se faire dépasser par les parasites et il faut changer de molécule de temps en temps pour éviter les résistances. Ça, c'était le discours qui est malheureusement encore le cas chez certains plus vieux vétérinaires, enfin plus vieux. Jusqu'il y a une quinzaine d'années, c'était le discours. Et puis, il ne faut pas oublier que les jeunes vétérinaires qui sortent depuis une quinzaine d'années, qui ont donc entendu un autre discours pendant peut-être un demi-cours, hein, ça ne dure pas très longtemps, parce que les cours de parasitologie, c'est surtout étudier les cycles des parasites. Eh bien, ces jeunes vétérinaires-là, ils vont en stage chez des plus vieux vétérinaires qui parfois leur disent « Ah oui, mais bon, ça c'est des discours de bobos, non, 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 tu vas utiliser des antiparasitaires comme ça, et comme ça tu n'auras pas de problème. » Donc, moi aussi, dans mon rôle chez NatAgriWild, je dois faire une sensibilisation des vétérinaires, et je m'y attelle, mais bon, voilà, il y en a certains qui ne veulent pas changer d'avis non plus. Je sais aussi, petite parenthèse ici, que dans le monde du bio, normalement, on ne peut pas utiliser les médicaments de façon préventive. Il faut toujours, qu'il faut qu'il y ait eu un diagnostic pour pouvoir utiliser un médicament, n'importe lequel. Je sais que dans le bio, vous avez aussi des temps d'attente qui sont doublés par rapport à ce qui est mis sur la notice. Sachez que pour ce qui est, enfin vous le savez sans doute mieux que moi, pour ce qui est des antiparasitaires, la réglementation dans les textes de loi, elle est assez claire, mais la mise en pratique sur le terrain, elle ne l'est pas, en ce sens que pour certains certificateurs bio, si le vétérinaire a dit il faut faire un vermifuge, qu'il y ait eu un diagnostic ou pas, parfois ça passe parce qu'il y a les DAF, les documents de distribution de médicaments, et que s'il y a un DAF du vétérinaire, eh bien voilà, c'est justifié. Je trouve que c'est quelque chose contre lequel, je sais qu'il y a certains vétérinaires qui se révoltent un peu contre cet état des choses, que les antiparasitaires, même dans le bio, soient quand même encore utilisés, alors qu'il n'y a peut-être pas toujours besoin de les utiliser. Je ferme la parenthèse par rapport à ça. Alors, d'après vous, l'immunité contre les parasites gastro-intestinaux, elle s'installe très rapidement, mais elle peut disparaître. Progressivement, mais elle reste toute la vie de l'animal, sauf en cas de maladie grave, où elle est quasi inexistante. De nouveau, c'est un peu difficile par webinaire de faire passer. J'aurais peut-être dû faire un WooClap pour que vous puissiez participer et qu'on voit les réponses s'afficher. Mais dites-moi, désactivez votre micro, dites-moi ce que vous pensez. Vous pouvez B, aussi je vois dans le chat. B, le B, moi. B. 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 Une majorité des réponses pour le B. Alors, c'est vrai que c'est plutôt B, mais parfois c'est C. Ça dépend des parasites. En fait, pour les parasites les plus pathogènes, c'est B. Donc, ceux qui causent le plus de dégâts dans les élevages, c'est B. C'est progressivement et ça reste toute la vie de l'animal, sauf maladie grave, à condition que les animaux puissent continuer à avoir un contact avec les parasites en question. S'ils n'ont pas de contact, donc si on vermifuge l'animal trop souvent, on perd cette immunité et est quasi inexistante. Pour certains parasites, malheureusement, on pense qu'il y a peu ou pas d'immunité qui s'installe. Voilà. Les enjeux sanitaires, on y revient, c'est le fait que, vous l'avez compris, éradiquer les parasites, c'est illusoire sur le long terme. Il faut apprendre à vivre avec eux. Hein, donc, ils sont là depuis la nuit des temps. Il y a des larves qui persistent dans le milieu extérieur, sur lesquelles on n'a pas ou peu d'action, même si, là aussi, dans le temps, on préconisait de traiter les prairies une fois par an et tout ça.
heureusement, cette pratique-là a quand même tendance à disparaître. Il y a une efficacité limitée de la part des antiparasitaires. Aucun antiparasitaire n'est efficace à 100%, donc on conserve quand même un peu de parasites. Il y a malheureusement l'apparition de populations de parasites résistants. La résistance des parasites vis-à-vis des antiparasitaires, elle est croissante. Et je dis malheureusement parce qu'en fait, il n'y a pas de nouveaux médicaments dans les pipelines, dans les firmes pharmaceutiques. Donc, il faut qu'on préserve l'arsenal thérapeutique qu'on a encore si on veut pouvoir aider nos animaux d'élevage de temps en temps à faire face à ce parasitisme, même si on cherche à diminuer les antiparasitaires qui seront administrés, on veut quand même garder certains médicaments actifs. C'est un peu le même discours que pour l'antibiorésistance. On veut garder des antibiotiques qui fonctionnent dans certains cas contre des bactéries. Ben ici, c'est pareil pour les antiparasitaires vis-à-vis de certains parasites. Alors, de nouveau, petite parenthèse par rapport à la résistance, mais on reviendra sur les phénomènes de résistance un peu plus tard. On n'a pas de données en Wallonie. On ne sait pas s'il y a beaucoup de résistance de la part des parasites en Wallonie. On aura des données, à mon avis, d'ici la fin de l'année ou peut-être début de l'année prochaine via l'ARCIA. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas de données, ni chez les petits ruminants, ni chez les bovins, ni chez les chevaux. En revanche, il y a une étude qui a été publiée, je pense, en 2020, je pense que c'était en 2020, par les Flamands, donc partie nord de notre pays, dans les élevages de moutons, et ils ont constaté de la résistance dans tous les élevages, et je pense qu'il y avait à peu près 200 élevages qui avaient participé à cette étude-là. Ils ont constaté de la résistance dans tous les élevages, ça c'est pour les moutons. Et sachez aussi qu'en France, en bovin, on sait qu'il y a de la résistance. Il y a des études qui ont été publiées à ce sujet-là dans le Limousin, dans le Charolais. Donc moi, je pense vraiment qu'on n'est pas un monde à part en Wallonie et que chez nous aussi, il y a très certainement des phénomènes de résistance. Alors, je vous ai parlé aussi que la présence des parasites stimulait une immunité antiparasitaire et que cela entraînait l'immunité générale. Donc, les traitements ne sont pas toujours souhaitables. Si on traite, on coupe cette immunité antiparasitaire et on génère d'autres problèmes. Alors, voilà la résistance. Le phénomène de résistance, c'est une mutation génétique aléatoire. On ne peut pas dire que c'est le fait qu'on traite qui fait que les parasites s'habituent à ces traitements. C'est simplement que, à un moment donné, dans la population des parasites, on va avoir des mutations génétiques aléatoires, comme dans votre corps et dans le mien. Il y a des mutations génétiques aléatoires en permanence, et à un moment donné, on va avoir cette mutation génétique qui va faire émerger un gène qui code pour la résistance, admettons, à l'ivermectine. L'ivermectine, c'est la molécule antiparasitaire la plus utilisée au monde et celle qu'on a le mieux étudiée aussi pour les phénomènes de résistance et aussi pour les enjeux écologiques. On y reviendra plus tard. Mais donc, c'est quoi cette résistance? C'est la faculté héréditaire, c'est-à-dire que le parasite peut le transmettre à sa descendance, à survivre en présence d'une dose anthelmintique, antiparasitaire, habituellement létale pour les parasites sensibles de même stade et de même espèce. Donc, c'est le fait que ce parasite peut tout à coup commencer à résister, grâce à ce gène de résistance, peut commencer à résister à un traitement antiparasitaire. Il ne s'agit donc pas d'une accoutumance ou d'une mutation induite, et c'est plus facile à voir avec ce schéma. Je ne sais pas si vous voyez un peu ma souris, mais donc ici on a une population de parasites avec à un moment donné cette mutation génétique aléatoire pour ce parasite en rouge qui héberge la résistance, c'est mis ici, et toute chose restant égale, en fait ce parasite rouge, il n'a aucun avantage génétique par rapport au reste de la population,
et donc cette résistance va s'éteindre en présence des autres parasites. Mais si, ici dans la seconde ligne, on vient justement traiter avec, si on l'a appelé résistance à l'ivermectine, on vient traiter à l'ivermectine, eh bien on va tuer tous ceux qui étaient sensibles à l'ivermectine, on laisse celui qui était résistant, qui du coup a toute la place pour se développer, pour générer une descendance multiple. Je dis ivermectine, mais je pourrais citer n'importe quelle molécule antiparasitaire, car il existe déjà des résistances contre toutes les molécules antiparasitaires qui sont sur le marché. Ça, c'est le même schéma, mais un peu avec des animaux. Pour info, Oui, juste oui. comme ça, tu sais, tu as une demi-heure là. Voilà. Oui, ok, Ça va. Le même schéma, mais avec des animaux. Donc, on a des parasites qui se trouvent dans le milieu extérieur, souvent sous forme de larves, avec les S bleus qui sont les parasites sensibles et rouges qui sont les parasites résistants. Ici, on vient traiter, et dans le temps, on disait quand on donne un vermifuge, on change les animaux de prairie, on les met sur une prairie réputée propre. On verra plus tard ce que c'est une prairie réputée propre. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On donne toute la place aux parasites résistants pour se développer. Ce n'est clairement pas ce qu'on veut. On reviendra à ce schéma plus tard. Et donc, on veut garder cette population de parasites sensibles qu'on va appeler population refuge. On va essayer de vraiment garder cette population refuge qui va faire une contre-pression génétique vis-à-vis des parasites résistants qui pourraient émerger suite à ces mutations génétiques aléatoires. Donc la population refuge, ce sont des larves ou des adultes qui ne sont pas exposés au vermifuge, qui sont soit dans la prairie ou dans l'animal. Alors comment est-ce qu'on va obtenir cette population refuge? Soit en ne traitant pas tout un lot d'animaux en même temps, donc on va vermifuger uniquement les quelques animaux dont on pense qu'ils en ont besoin. Les autres vont continuer à émettre des parasites, mais vont constituer la population refuge. Soit on traite les animaux seulement quelques jours après les avoir changés de pâture, parce que comme ça, ils vont contaminer une pâture qui peut être réputée propre avec des parasites résistants et des parasites sensibles, et on va venir les traiter, mais on aura cette population refuge déjà présente dans la pâture. Ça, c'était pour les enjeux sanitaires. Donc, enjeux sanitaires de deux ordres. 1, immunité. 2, ralentir les résistances. Maintenant, les enjeux écologiques. Quand on administre un vermifuge à un herbivore, quel qu'il soit, ce vermifuge se retrouve soit sous l'état de métabolite, mais très souvent à l'état initial, non métabolisé, dans les matières fécales de cet herbivore. Et ça va impacter ce qu'on appelle la coprofaune qui en fait va coloniser très vite les matières fécales. Et cette coprofaune sert de nourriture à des prédateurs insectivores que vous voyez ici. Donc là, on a une pie-grièche écorcheur, un hérisson, une chauve-souris. Donc si ces colonies-là s'effondrent de coprofaune, eh bien, on a un impact sur ces populations-ci, qui sont quand même souvent, et enfin ici en tout cas la pie-grièche écorcheur, et ici c'est une chauve-souris grand rhinolophe, ce sont des populations qu'on essaye de sauvegarder dans nos milieux sensibles. Mais ce discours est vrai n'importe où. Or, la coprofaune, ça vous le savez aussi, elle a un rôle vraiment utile à jouer pour faire disparaître les matières fécales. Elle va enfouir les matières fécales dans la terre, si on lui laisse faire le boulot. Et elle travaille de concert, alors ici c'est avec un ver de terre, mais en fait c'est avec tous les micro-organismes qui sont dans le sol. Donc dans un sol vivant, tout ça se passe bien. Dans un sol où il y a eu des résidus d'antiparasitaires dans les matières fécales, on a quand même des dégâts. Ici vous avez les chauves-souris, qui étaient plus loin dans la chaîne trophique. Eh bien les chauves-souris, elles ont quand même un rôle aussi à jouer. Parce qu'elles sont toutes insectivores. Toutes les chauves-souris en Belgique sont insectivores, en Europe d'ailleurs, sont insectivores. Et donc,
Qui dit insectivore dit qu'elles vont aussi aller manger les insectes nuisibles pour les cultures et nuisibles pour le bétail. Et donc, si on maintient les chauves-souris, je dis souvent qu'on devrait tous avoir des nichoirs à chauves-souris chez soi, parce qu'elles ont vraiment un rôle très utile. Elles peuvent manger, ici il est mis jusqu'à 3000 insectes par nuit, mais c'est variable d'une chauve-souris à l'autre, parce qu'il y a des plus petites et des plus grandes. Mais pour les plus petites, on a pu déterminer que c'était jusqu'à 3000 insectes par nuit, donc vous vous rendez compte de ce que ça peut être sur la totalité de la saison où elles sont actives. Et les chauves-souris sont donc des insecticides naturels et économiques. Encore une petite parenthèse, Natagruel travaille avec Natagora, avec Plecotus, le pôle chauve-souris de Natagora, sur le rôle des chauves-souris dans les bâtiments d'élevage, parce qu'on a très peu d'informations là-dessus, mais on est quasiment persuadé, là on vient de passer une année, on commence la deuxième, quasiment persuadé que les chauves-souris chassent dans les bâtiments d'élevage aussi, pas uniquement à l'extérieur, et que donc c'est quelque part, ça pourrait être un win-win pour les agriculteurs de placer des nichoirs à chauves-souris dans leurs bâtiments d'élevage, de façon à y atterrir des chauves-souris qui, quand il pleut, vont chasser à l'intérieur du bâtiment sans sortir et vont trouver le gîte et le couvert finalement dans les bâtiments d'élevage. Voilà. Je referme la parenthèse. Troisième type d'enjeu, les enjeux économiques. Ici, j'ai mis un petit tableau, je ne vais pas le détailler, mais vous voyez simplement que pour traiter une vache de 700 kg, si on utilise la molécule actuellement la plus chère sur le marché belge, on est à presque 30 € pour un seul traitement. Si on prend une molécule nettement moins chère, le quadrosol, on est à 4 fois moins. Donc, il y a une grande variabilité au niveau du coût, mais si on peut s'épargner, hein, vous voyez que si l'éleveur a par exemple 200 vaches et qu'il veut les traiter, ben, s'il peut s'épargner un seul traitement, il fait quand même déjà des économies substantielles. Chez les ovins, c'est un peu, le budget varie entre 50 et 125 € pour un troupeau de 100 moutons et un seul traitement. C'est un peu moins cher, mais vous savez aussi que la marge bénéficiaire chez les moutons est nettement moindre aussi. Donc j'avance pour essayer de rattraper un peu le temps. Les enjeux économiques, eh bien, on a pu démontrer, l'étude date déjà un tout petit peu, mais c'est une étude qui a été faite au Centre de recherche agronomique à Gembloux. On a pu démontrer qu'en fait, une gestion raisonnée du parasitisme gastro-intestinal chez du jeune bétier laitier à l'herbe n'avait pas d'impact sur la croissance de ces animaux quand on regardait leur croissance à 2 ans et avait entraîné une diminution des frais vétérinaires, tous frais confondus, sans tenir compte du prix des vermifuges, parce que ça avait très probablement entraîné cette meilleure immunité dont on a parlé précédemment. Attention, mon discours n'est pas de dire que vous ne devez plus jamais traiter. Ne pas traiter, c'est un risque aussi. Il y a ici une publication qui a été faite sur le poids économique des helminthoses parasitaires chez les ruminants en Europe. Donc c'est une étude multi-pays en Europe. La Belgique y a participé, mais malheureusement les auteurs ils sont tous flamands. Donc je ne pense pas que la Wallonie y ait participé. C'est difficile à voir quand on lit la publication. Mais ici, vous avez un petit aperçu de ce que coûte le parasitisme en Belgique. Donc, c'est peut-être pas facile à lire, mais la première ligne, donc ce qui est encadré en rouge, c'est les données pour la Belgique. La première ligne, c'est les pertes de production, les coûts que représentent les pertes de production dues au parasitisme. La deuxième ligne, c'est le coût des traitements. Et la troisième ligne, c'est le total des deux. En Grande-Bretagne, il a été établi pour les moutons que le risque parasitaire était établi à 100 millions € par an. Et les infections parasitaires sont les maladies les plus coûteuses pour les moutons au pâturage en Angleterre. Donc, il faut trouver en fait un juste équilibre entre l'absence de traitement et le surtraitement. Et ce bon équilibre, on le trouve en faisant un bon suivi de son troupeau. Alors,
je vous ai dit aussi que je vous parlerai un tout petit peu des enjeux du bien-être animal, parce que le bien-être animal prend vraiment une importance de plus en plus grande au niveau de la société. Hein. Le grand public est demandeur de ça, en tout cas une partie du grand public, une partie croissante du grand public. Et ce bien-être animal a une dimension écosystémique. Hein. On sait que s'il y a une diminution du bien-être animal, on a des répercussions plus loin dans la chaîne écosystémique. Et dans le mouvement One Health, on a cette dimension du bien-être animal aussi. Or, le parasitisme va d'office provoquer une diminution de l'appétit de l'animal. S'il y a un parasitisme trop important, pas un ou deux parasites, mais enfin, ni même un peu plus, il y a quelques limites qu'on peut tolérer. Mais si on tombe dans ce déséquilibre dont on parlait au début, on va avoir une diminution de l'appétit de l'animal. Donc, ça peut aller jusqu'à de l'anorexie, donc vraiment un arrêt de prise d'aliments. On aura de la douleur, on aura du malaise. Tout ça impacte le bien-être animal. On va voir un animal qui n'est vraiment pas bien. Mais l'animal hôte n'est pas sans ressources. Soit il va, par son immunité, résister aux effets délétères des parasites, soit par ses choix alimentaires, si on lui en donne, il va faire de l'automédication. Donc, il va choisir les plantes qui lui conviennent à ce moment-là, où il va de lui-même diminuer l'absorption d'aliments pour éviter d'ingérer encore plus de L3, ce sont les larves infestantes, on y viendra dans un instant. Donc, pour éviter d'absorber encore plus de larves de parasites ou pour éviter d'absorber ce qui va nourrir les larves qu'il a en lui, il peut de lui-même diminuer l'appétit. Donc l'appétit, la diminution d'appétit, elle vient soit de l'animal hôte lui-même qui contrôle ça, soit du parasite qui provoque ça. Et donc il est important de connaître les interactions complexes entre l'animal, les plantes et les parasites. Et c'est tellement complexe que c'est très spécifique, je vous en parlais au tout début aussi, d'un élevage à l'autre, en fait, en fonction des objectifs d'élevage, mais aussi en fonction de la configuration, en fonction de la région dans laquelle vous vous trouvez. Un vétérinaire ne peut pas venir dire voilà le plan, et ce plan est valable pour toutes les fermes dans ma clientèle. Ça ne va pas marcher comme ça, c'est très spécifique à chaque exploitation. Alors ici, quand même, un petit mot, et je sais que maintenant j'approche de un quart d'heure, un petit mot, un quart d'heure encore pour vous dire tout ce que j'ai à vous dire. Sur le cycle, j'ai l'habitude de le commencer ici, les animaux ingèrent des parasites en mangeant des larves qui se trouvent sur les brins d'herbe et se trouvent entre 0 et 5 cm de hauteur par rapport au sol. Hein, si on a des herbes très très hautes et que l'animal ne vient brouter que le sommet des herbes, il ne va pas s'infester des parasites qui sont plus bas. Ces larves L3, donc les larves infestantes, vont donc entrer dans l'organisme de l'animal herbivore, vont encore subir de mues avant de devenir adultes, et la plupart des parasites ont une reproduction sexuée, ça veut dire qu'il y a des parasites mâles et des parasites femelles qui doivent s'accoupler, et les parasites femelles vont alors pouvoir émettre des œufs, et les œufs de parasites se retrouvent dans les matières fécales. Dans ces matières fécales, elles vont éclore en larves L1 assez rapidement à l'intérieur de la chaleur des matières fécales, vont éclore en larves L1 qui vont subir une mue en larve L2, qui vont subir une mue en larve L3. La larve L3 regrimpe un peu sur les brins d'herbe et le cycle peut se refaire. Comprenez que pour un parasite mâle et un parasite femelle, on va avoir parfois des milliers d'œufs, pour juste une femelle, des milliers d'œufs dans les matières fécales. Donc si on laisse ce cycle se perpétuer, on va assez vite avoir une augmentation exponentielle des larves de parasites dans la prairie. Oui, ce qui est peut-être important de dire aussi, ici ça se passe à l'intérieur de l'animal, la phase endogène, ici c'est à l'extérieur de l'animal, phase exogène. Cette phase-ci, elle est fort tributaire des conditions climatiques en fait.
quand les conditions climatiques sont favorables aux parasites, c'est-à-dire il fait chaud pour la Belgique, enfin, entre 20 et 25 degrés pour la plupart des parasites, et suffisamment humide, cette phase-ci peut s'accélérer. Quand les conditions climatiques sont défavorables, elle va ralentir, voire même parfois s'arrêter avec des larves qui arrêtent leur développement, enfin qui restent ici au stade L2 avant de se mettre au stade L3. Et j'aurais pu dire aussi précédemment, la phase à l'intérieur de l'animal, enfin, tout ce cycle s'arrête en hiver. En hiver, on peut appeler ça hibernation, mais ça s'appelle hypobiose chez les parasites. Les parasites s'arrêtent aussi bien à l'intérieur de l'animal qu'à l'extérieur dans le sol, parce qu'il y a des larves qui peuvent passer l'hiver dans le sol. Elles se mettent en hypobiose et elles réémergent à peu près à cette période-ci. Quand l'herbe recommence à pousser, les parasites reprennent leur cycle-ci. Ici, c'est le cycle de la douve hépatique, et c'est simplement pour vous dire, je ne vais pas tout détailler, mais que certains cycles de parasites passent par des hôtes intermédiaires. Dans le cas de la douve hépatique, l'hôte intermédiaire, c'est ici, c'est la limnée tronquée. Donc c'est un petit escargot aquatique, c'est pour ça qu'il y a de l'eau qui est dessinée. Donc là, le cycle doit obligatoirement passer par cet hôte intermédiaire avant de pouvoir aller infester ces hôtes définitifs qui peuvent être, dans ce cas-ci, tous les animaux à sang chaud, y compris l'homme, alors que pour la plupart des parasites, enfin presque tous les autres, les parasites sont assez spécifiques de leur espèce. Ça, c'est pour vous indiquer où on peut trouver des gîtes à limner. Donc, où est-ce qu'on a un risque de retrouver la douve du foie, le Phaseola hepatica. Donc là, je vous ai brossé un petit tableau de pourquoi c'était important de faire une gestion raisonnée du parasitisme et comment fonctionnait le cycle des parasites. Et ici, on va dire comment est-ce qu'on va mettre en œuvre cette gestion raisonnée du parasitisme. Alors, on va peut-être passer là-dessus parce que ça va prendre du temps que vous répondiez, mais le but c'était aussi de vous faire répondre. Je vais vous parler de ces différentes techniques d'analyse diagnostique. Déjà ici, pour ne reprendre que les herbivores les plus importants chez nous, vous voyez qu'il y a plus de techniques chez les bovins, un peu moins chez les ovins et encore un petit peu moins chez les chevaux. On va les détailler. Les coprologies, c'est la technique qu'on retrouve chez tout le monde. C'est quoi? C'est en fait le fait d'aller compter le nombre d'œufs ou d'ookystes, on dit œufs pour la plupart des parasites, mais on dit ookystes pour les coccidies, de parasites par gramme de matière fécale. Là, on a vu dans le cycle que ces œufs étaient émis dans les matières fécales, donc on va prélever ces matières fécales et on va aller compter les œufs dans ces matières fécales. Ça se fait pour toutes les catégories d'animaux, mais c'est plus représentatif si on le fait chez les jeunes animaux, parce que chez les jeunes animaux, on n'a pas encore ces phénomènes d'immunité. Évidemment, il faut que les animaux aient déjà brouté et déjà été en prairie, donc en général, on le fait chez les animaux qui ont entre 1 et 2 ans, qui ont été en pâture la saison d'avant. Si on le fait chez des animaux plus jeunes, qui n'ont pas encore été en prairie, on peut, mais on va avoir alors ce qu'on appelle du parasitisme d'étable, du parasitisme ou d'écurie si c'est chez les chevaux. Il existe des parasites spécifiques dans les étables et on va retrouver ceux-là chez des animaux qui ne seraient pas encore allés dehors. Et donc le mieux, c'est de le faire chez des animaux qui ont déjà pâturé. Alors il y a deux techniques principales, celles qu'on utilise principalement, la technique de McMaster, qui est une technique quantitative, donc elle va nous donner le nombre d'œufs par gramme, qu'on appelle OPG, œufs par gramme de matière fécale, et il existe une autre technique qui est une technique d'enrichissement, qui est une technique plus qualitative, où on va utiliser une solution hyperosmotique. Au laboratoire à l'Université de Liège, au laboratoire de parasitologie, on utilise une solution de chlorure de zinc, mais les solutions sont parfois différentes d'un labo à l'autre. Cette technique d'enrichissement permet de faire remonter dans l'échantillon tous les œufs qui sont présents
Et là, le calcul devient moins judicieux. On ne va pas calculer le nombre d'OPG, mais on a besoin de cette technique-ci aussi parce qu'en fait, certains œufs ne vont pas remonter dans la technique de McMaster. Donc, par exemple, la douve hépatite, on ne la verra que dans l'enrichissement. C'est pour ça qu'on fait en général les deux techniques. Il y a des avantages, des inconvénients aux coprologies. Le fait que ce soit assez rapide, qu'on peut facilement récolter les échantillons. L'éleveur peut le faire lui-même et les donner à son vétérinaire pour faire une analyse. C'est aussi la seule technique qui permet de mettre correctement en place un traitement antiparasitaire, puisqu'on va identifier quels parasites sont présents. On va évaluer aussi, grâce à la coprologie, l'efficacité d'un traitement et donc éventuellement la présence de résistance. On a une évaluation de la charge parasitaire en temps réel, mais on ne peut pas toujours faire la différence entre, par exemple, la douve du foie et la douve du rumen, alors que c'est important pour le traitement. Non, pardon. Oh là là. Je vais un peu trop vite. La coprologie permet justement de faire la différence entre la douve du foie et du rumen, et c'est important pour le traitement parce qu'on ne traite pas ces deux douves de la même façon. Les désavantages, c'est que dans les strongs, mais bon, ça, on entre dans des détails, on ne peut pas toujours faire la différence, donc on ne va pas pouvoir dire s'il y a un parasite très pathogène ou si c'est des moins pathogènes, ça va être plus difficile. Il faut 1 heure pour analyser 5 échantillons, on dit que c'est rapide, mais ça prend quand même un peu de temps en laboratoire. Il y a une variation individuelle dans l'interprétation des résultats et on ne peut pas faire de recherche d'un parasite quand on est dans la période à l'intérieur de l'animal. Donc, quand la larve se développe en adulte, il y a peut-être déjà des parasites qui sont présents, mais il n'y a pas encore d'œufs qui sont émis. On va utiliser ici des seuils. Oui, là, vous avez des images de ce qu'on voit au microscope. Donc, vous voyez qu'il y a des œufs différents. On va avoir des seuils en dessous de 300 OPG. Quand on fait une analyse quantitative, on va dire que c'est OK, on accepte ces 300 OP, jusqu'à 300 OPG, 500 chez les moutons, même un peu plus chez les chèvres encore. On va accepter parce que, OK, il y a des parasites, mais finalement, moi, je suis contente quand je vois 300 OPG parce que je me dis l'animal est en train de s'immuniser contre les parasites dans son milieu. Quand on est au-delà de 500 ou au-delà de 500 chez les bovins, au-delà de 1000 chez les ovins, là, on commence à trouver que c'est peut-être un peu trop et qu'il faut peut-être donner un petit coup de pouce à l'animal et le traiter. Entre les deux, il est mis traité sous condition. C'est uniquement si les animaux sont malades, s'ils ont le poil piqué, s'ils se tiennent à l'écart du troupeau, s'ils ont un retard de croissance, là, on va traiter aussi. Le dosage du pepsinogène, ça se fait par une prise de sang et ça va aller évaluer si l'animal, c'est uniquement chez les bovins, a eu un contact avec le parasite digestif le plus pathogène qui est Ostertagia. Voilà, c'est une prise de sang qu'on peut faire à la rentrée à l'étable, donc dans les 15 jours après la rentrée à l'étable. On fait cette prise de sang, on analyse et suivant le résultat, on va pouvoir dire si les animaux ont eu trop peu de contact avec ce parasite, et donc il faut veiller à ce qu'ils en aient suffisamment, s'ils sont bien, s'ils sont dans la norme, donc si la gestion du parasitisme est OK, et si on peut aussi déterminer si le contact a été trop important et s'il faut peut-être vermifuger les animaux. Le périmètre thoracique, c'est une mesure zootechnique. Dans à peu près toutes les races maintenant, on fait des courbes de croissance pour les jeunes animaux et la mesure du périmètre thoracique permet de dire si l'animal est fort en dessous, qu'il y a peut-être du parasitisme. Évidemment, un retard de croissance peut être dû à d'autres choses que du parasitisme, mais c'est une mesure qui peut être mise en œuvre aussi. On a chez les bovins et les moutons, on a les notes d'état corporel, hein, le body score, qui peuvent aussi donner une indication si l'animal
est trop maigre qu'il y a peut-être un problème de parasitisme. De nouveau, il n'y a pas que le parasitisme qui provoque ça. Et on a chez les agneaux l'indice de salissure de la laine qui indique si l'animal a eu une diarrhée, mais là aussi, toutes les diarrhées ne sont pas des diarrhées parasitaires, mais donc voilà, ce sont des phénomènes plutôt des indices qui peuvent mettre la puce à l'oreille par rapport au parasitisme. Le FECRT, ça c'est en fait une double coprologie. FECRT, ça veut dire Fecal Egg Count Reduction Test, en français, test de réduction de l'excrétion fécale. Une double coprologie qui va permettre de déterminer si un traitement a été efficace. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire au printemps ou en été. On fait une coproscopie. Il faut avoir au minimum 6 animaux à traiter. On peut faire coprologie sur plus d'animaux et puis on reprend ceux qui ont été traités. Et exactement 10 à 15 jours après le traitement, on refait une coprologie et on va calculer la baisse de l'OPG. Si la baisse est de plus de 90%, on dit que le traitement était efficace. S'il est de 80 à 90%, on est dans le doute. Et s'il est à moins de 80%, on est presque certain que d'abord le traitement n'aura pas été très efficace, puisqu'il n'y a pas eu suffisamment de baisse des œufs de parasites, mais on peut même être presque sûr, si on pense que le traitement a été bien administré, on peut être presque sûr qu'on est en présence de phénomènes de résistance des parasites. On peut aussi faire un ELISA sur le leptanque chez les bovins pour vérifier la présence d'anticorps contre les 3 parasites principaux chez les bovins, que sont Ostertagia, le plus pathogène, celui-ci Dictyocolus viviparus, c'est celui de la bronchite vermineuse, Fasciola hepatica, celui de la grande douve hépatique. La gestion des prairies, ce qui est important, c'est l'âge des animaux. Les jeunes sont plus sensibles que les plus âgés. Si on permet aux animaux d'établir une immunité, les plus âgés vont avoir cette immunité, les jeunes ne l'auront pas. Et jeunes, c'est pendant les 2 premières saisons de pâturage. C'est évidemment le contact avec les larves L3, donc le nombre d'œufs de parasites déposés, et donc le nombre d'animaux et du temps passé sur la parcelle. Il est évident que si on est en charge importante par rapport à la superficie de la parcelle, on a une pression parasitaire plus importante que si on est en faible charge ou si on est en pâturage extensif. La vitesse et le rendement du développement des œufs en larves L3, et ça je vous ai dit que ça dépend quand même principalement des conditions climatiques, et la survie de ces larves L3, il y a des choses qu'on peut faire pour diminuer la survie des larves L3. Je vais en toucher un tout petit mot assez rapidement. Voici. Donc en fait, j'ai plus de détails, je ne couvrirai pas tous les détails plus tard, je couvre uniquement ce tableau, mais sachez que les détails par rapport à ce tableau-ci se trouvent après la fin de ma présentation. Je les laisse expressément dans la présentation, comme ça vous pouvez aller les relire. Et ceci, c'est le résumé de ce qui se trouve dans ces détails-là. Le moment de la mise à l'herbe est important. Si on fait une mise à l'herbe précoce, en mars, avril, on aura les larves qui ont passé l'hiver dans la prairie, qui éclosent à ce moment-là, qui se remettent en cycle, et les animaux qui vont ingérer ces larves-là, si ce sont des animaux jeunes, eh bien les animaux jeunes vont être confrontés à ce parasitisme de printemps. Donc, si on fait une mise à l'herbe plus tardive, en juin, on diminue le risque parasitaire. La même chose à la rentrée à l'automne. Si on fait une rentrée tardive, on permet à de jeunes animaux plus sensibles d'ingérer beaucoup plus de larves de parasites que si on fait une rentrée précoce. Donc pour les jeunes animaux, on va vraiment plutôt préconiser d'être dans une sortie à l'herbe tardive et une rentrée plus précoce pour éviter que leur système gastro-intestinal ne soit déjà surchargé de parasites dès le départ.
Les rotations de prairie, ça c'est une façon de diminuer la charge en larves dans une prairie. En fait, quand on fait une rotation de pâture, ici pas de rotation, on augmente le risque, mais quand on fait une rotation de parcelles, on va laisser certaines parcelles au repos par définition, et ce repos de parcelles va faire que les larves L3 qui attendent d'être ingérées vont mourir. On va casser les cycles parasitaires. Elles vont mourir parce qu'elles vivent sur leurs réserves. Donc si on attend un temps suffisamment long, on dit en général au moins 3 semaines pour les parasites gastro-intestinaux les plus courants, ça dépend de la météo aussi, je vous en ai parlé, alors on casse les cycles antiparasitaires. Si on ne fait pas de rotation, ben on est dans ce phénomène d'augmentation exponentielle des cycles parasitaires et donc de la pression parasitaire sur la parcelle. Le chargement de la pâture, s'il est fort, on augmente le risque parasitaire. S'il est faible, si on est en pâturage extensif, on le diminue. La météo, là, malheureusement, on n'a pas d'impact en tant qu'humain dessus, en tout cas pas à ma connaissance. Les hivers doux et les étés humides augmentent le risque parasitaire. Un hiver froid, mais bon, ça fait longtemps qu'on n'a plus eu d'hiver très rigoureux, et un été très sec, comme on a pu les avoir l'été précédent ou il y a bientôt 3 ans, 4 ans et 5 ans, ça diminue le risque parasitaire. Au plus sec de l'été, les animaux rasent vraiment les prairies. Or, on pourrait croire ben, ils sont obligés de raser les prairies, donc ils ingèrent sans doute pas mal de larves. Eh bien non, parce qu'en fait, il fait trop chaud et les parasites détestent la sécheresse et la chaleur. Donc, on a peu de problèmes parasitaires en été. Là où il faut se méfier, c'est quand il recommence à pleuvoir et que l'humidité revient, que l'herbe recommence à pousser. C'est finalement fort lié à la pousse de l'herbe, parce qu'à ce moment-là, les cycles parasitaires reprennent aussi. Pas de complémentation augmente le risque parasitaire, parce que si on donne une complémentation, qu'on donne un peu plus de protéines aux animaux, on va d'une part les rassasier, ils vont peut-être manger un tout petit peu moins d'herbe, c'est surtout vrai pour les jeunes animaux, et on va en fait apporter un équilibre alimentaire qui va être favorable aussi pour la construction de l'immunité. Exploitation par des génisses en N-1, ça veut dire l'année précédente. Les génisses, elles n'ont pas d'immunité, enfin on a mis génisses, mais ça pourrait être jeune bête, n'ont pas encore d'immunité, donc elles vont augmenter le nombre de parasites dans la prairie. Si vous avez exploité la parcelle par des animaux adultes, les animaux adultes avec leur immunité vont avoir tendance à nettoyer la parcelle et diminuer le parasitisme de la parcelle. Et alors le pâturage mixte, c'est le fait de faire pâturer des espèces différentes, donc des bovins avec des ovins ou avec des moutons ou avec des chèvres, ou avec des chevaux, donc des moutons avec des chevaux. Le mouton avec cheval, personnellement, je trouve que c'est une des meilleures associations parce que ces animaux-là, ces deux espèces-là, broutent aussi différemment et vont vous donner une prairie qui ressemble presque à un cours de golf, tellement c'est nickel. Donc ça va, si on fait ce pâturage mixte, qui peut être en même temps ou séquentiel, hein, faire pâturer une espèce et puis une autre après, ça va diminuer le risque parasitaire aussi. Alors, je suis désolée, il y a encore juste un petit point sur la gestion des médicaments. C'est le fait, je l'ai dit, de ne pas sous-doser pour ne pas donner de doses qui ne sont pas létales aux parasites, parce que ça va avoir tendance à sélectionner les parasites résistants. On va faire attention aussi à ne pas utiliser des molécules avec un large spectre d'action, alors qu'elles existent, ces molécules, elles sont commercialisées, mais c'est mieux de tenir compte des cycles des parasites et de vermifuger au bon moment. On va faire attention aussi à utiliser donc le bon médicament si on a des analyses et qu'on connaît les parasites. On va faire attention au stockage du produit, à ne pas dépasser la date limite d'utilisation, à bien l'administrer parce que le manque d'efficacité peut parfois être dû à une mauvaise administration. Par exemple, un vermifuge qui s'administre dans la bouche, hein, par voie orale, mais qui n'est pas mis
convenablement au fond de la gueule de l'animal et qui va pouvoir être recraché, ou alors quand c'est une injection, un produit qui n'est pas injecté correctement, on pense être sous la peau, mais en fait on est encore dans la laine. Voilà. Et en cas de pouronne, ça c'est les produits qu'on administre sur la ligne du dos, faire attention que les animaux n'aillent pas à la pluie trop rapidement, et faire aussi attention surtout à la santé de la peau et au léchage par les congénères. La population refuge, ça tombe aussi dans la gestion des médicaments, hein. Donc en fait on va laisser les animaux ici sur la prairie et les traiter et attendre un tout petit peu avant de les changer de prairie, ou bien on les change de prairie, on attend qu'ils aient excrété et puis seulement on les traite. Et contrôler régulièrement l'efficacité des vermifuges, c'est quelque chose qu'on ne fait pas encore souvent en Belgique, mais en France, ils commencent vraiment à insister pour que chaque élevage fasse ça au moins tous les 2-3 ans. Vérifier que vos traitements antiparasitaires sont encore bien efficaces et par la même occasion, voir s'il n'y a pas de résistance. S'il y a des résistances, il faut intervenir, évidemment, pour ne pas les augmenter. Ça, c'est simplement pour dire que tous les médicaments n'ont pas le même effet, les médicaments antiparasitaires, hein. Ici, c'est la concentration sanguine. Donc, vous voyez qu'il y a certains médicaments qui ont une concentration sanguine qui augmente très rapidement, mais qui rediminue aussi très vite. Et il y en a d'autres, par exemple le Sidectin longue action, qui vont avoir une concentration sanguine qui augmente peut-être un peu moins vite, mais qui persiste beaucoup plus longtemps. Ici, on est jusqu'à 150 jours d'efficacité. Dans mon optique à moi, ce médicament-là, il est à bannir, vraiment à ne pas utiliser pour toutes les raisons déjà évoquées, hein. Pendant tout ce temps-là, les animaux ne peuvent pas établir d'immunité. Ça, c'est un tableau que vous connaissez peut-être déjà, et sinon, j'en amènerai le jour de la restitution, qui reprend toutes les molécules actives sur le marché belge. Vous avez ici pour les bovins, les ovins et les chevaux. Vous avez ici les parasites contre lesquels ils traitent. Je sais que c'est un peu petit pour lire comme ça. Là, les principes actifs et là, les noms commerciaux de ces molécules et les codes couleurs, ça c'est en fonction de leur écotoxicité. Donc les verts, on peut les utiliser en prairie sans que ça n'ait d'effet délétère sur la coprofaune. Les oranges, c'est à utiliser vraiment avec parcimonie, et les rouges, il faudrait vraiment ne les utiliser qu'à l'étable. Ah oui, il existe encore, je peux encore déborder un tout petit peu, on aura moins de temps pour la discussion, mais moi je peux rester plus longtemps, il n'y a pas de souci. Les méthodes alternatives, juste un tout petit point sur le fait que les plantes riches en tanins condensés, il existe des tanins hydrolysables et des tanins condensés dans les plantes. Les tanins hydrolysables sont ceux qui sont absorbés, donc potentiellement toxiques, et les tanins condensés sont ceux qui vont avoir un effet de purge au niveau de l'intestin, ils ne sont pas absorbés. Ces tanins se retrouvent donc aussi bien dans des arbres et des arbustes que dans des plantes. Les animaux, s'ils ont accès à ces plantes, et on remarque que les animaux qui ont une variété prairiale vont aller choisir certaines plantes à certains moments de l'année. Il y a des effets antiparasitaires qui ont été décrits pour ces plantes riches en tanins condensés, que sont les légumineuses, en fait, le loté corniculé, du sulat et du sainfoin, mais même le simple trèfle aurait déjà une action aussi antiparasitaire. Ici, j'ai un tableau de nouveau, c'est difficile à lire comme ça, qui est extrait de ce travail de fin d'études-ci, et qui contient une colonne avec les principaux arbustes et arbres et leur teneur en tanins condensés. Là, on ne va pas passer trop de temps là-dessus. Et alors ici, c'était simplement pour vous donner envie de participer à l'exercice, exercice point d'interrogation. Quel est, donc d'après vous, mais Antoine nous en a déjà un tout petit peu parlé au tout début, la première étape d'une gestion raisonnée du parasitisme.
Je vous écoute. Ben, la coprologie. Voilà la coprologie. Donc, effectivement. Et donc, si ça vous intéresse, vous pouvez participer à une petite étude basée sur des coprologies au sein de votre réseau. Je cherche donc des volontaires qui veulent bien que je vienne jusque chez eux. C'est moi qui fais les prélèvements en votre présence. Comme ça, je vous montre un peu et on peut en rediscuter. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez sur la thématique d'aujourd'hui. On fait une copro de mélange sur 5 jeunes animaux, c'est-à-dire qu'on va en prairie, on prélève des matières fécales fraîches. Les jeunes animaux, c'est entre 1 et 2 ans. L'analyse se fait par l'ARCIA, parce que toutes nos analyses se font par l'ARCIA et c'est bien d'avoir toujours le même opérateur. L'analyse est payée par l'AgriWild, donc c'est quelque chose qu'on vous offre. On ne fera pas ça chaque année, à mon avis, mais on peut vous l'offrir cette année-ci. Et c'est l'occasion alors d'en discuter. D'une part, quand je reçois les résultats, je reçois par rapport à chaque échantillon, je recevrai le résultat individuellement, je vous envoie un mail individuel avec une restitution. Donc, vous recevez vos résultats personnels avec un commentaire de ma part. Et on fait une restitution globalisée, dont je viens d'apprendre que ce serait alors le 8 juin, qui sera anonymisée. Vous aurez reçu vos résultats à vous, mais on fera une restitution anonymisée pour tout votre réseau, enfin pour tous ceux qui auront participé lors de la rencontre ultérieure du 8 juin. Voilà, si vous êtes volontaire, le mieux c'est de vous faire connaître auprès de Sophie, si vous voulez que je passe chez vous, et je passerai chez vous assez rapidement. Enfin, je prends contact avec vous, je vous téléphone pour fixer un rendez-vous. Je vais essayer de regrouper par région, de faire plusieurs fermes par jour. Voilà. Et maintenant, j'arrête de parler et je vous écoute pour les questions. S'il y en a. C'est pas obligatoire, mais si vous en avez, vous pouvez. Moi, j'en ai une petite. Oui. C'était par rapport aux chauves-souris. Oui. Est-ce qu'on pourrait faire le même parallèle entre les chauves-souris et les hirondelles? Tout à fait, elles font le même travail en fait, hein, les chauves-souris et les hirondelles. On l'a bien vu lors des captures qu'on a faites avec Plécotus l'été dernier. Quand les chauves-souris rentrent pour se coucher, quand les hirondelles rentrent pour se coucher, les chauves-souris sortent et elles font le même travail. Tout à fait. Elles ne mangent très probablement pas les mêmes insectes puisqu'il y a des insectes nocturnes. Hein, je pense aux moustiques qui sont plutôt crépusculaires, voire nocturnes. Les papillons de nuit qui font partie du menu des chauves-souris, qui ne font probablement pas trop partie du menu des hirondelles, mais elles ont le même rôle, oui, le même rôle bénéfique. Oui, le même rôle, mais je pensais aussi à la disparition des hirondelles. Ah oui, ben oui. Inversement, enfin, je veux dire. Non, mais je pense pas qu'elles se... Par l'habitat, mais oui. Je ne pense pas qu'elles se concurrencent, donc je ne pense pas que l'une est la cause de perte de l'autre, mais c'est les mêmes causes de perte de population. Oui, oui, tout à fait. La perte d'habitat, l'habitat fragmenté, le fait, en tout cas pour les chauves-souris, d'avoir beaucoup de chauves-souris quand même se guident grâce aux haies, aux arbres et tout ça, donc où elles aiment bien d'avoir un point d'eau plus près, mais oui, tout cela est vrai pour les hirondelles aussi. D'accord, merci. Oui. Moi, j'avais une question. Quand vous parliez des zones refuges, des prairies refuges, est-ce que la faune sauvage, en venant dans les prairies, etc., du coup, a un effet bénéfique en représentant eux aussi des refuges de certains parasites? Donc, c'est plutôt positif d'avoir le passage de faune sauvage, du coup. Oui, donc c'est pas... Enfin, c'est différent quand vous dites zone refuge et prairie refuge. Moi, ça me fait penser aux zones refuge qu'on doit laisser quand on fauche dans certains cahiers des charges en méthode agro-environnementale. Ici, je parlais de population refuge. Donc oui, moi aussi, oui.
Oui, ok. Donc, juste pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, de population refuge de parasites, effectivement, le fait d'avoir de la faune sauvage qui passe va avoir cet aspect bénéfique de déposer très probablement quand même l'un ou l'autre parasite sensible encore, en tout cas quand on parle de ruminants sauvages vis-à-vis de nos ruminants domestiques, puisqu'ils partagent quand même les mêmes parasites et ils vont déposer ces parasites, oui. Ils vont déposer ces parasites qui sont encore sensibles et certaines personnes le voient d'un mauvais œil en disant qu'ils viennent contaminer les prairies, mais non, les larves se trouvent de toute façon dans les prairies et c'est bien d'avoir cet apport de parasites sensibles éventuellement via la faune sauvage. Tout à fait. Merci. Moi, j'avais une petite question concernant les pâturages mixtes qui ont été abordés dans le tableau. Oui. Ça concerne exclusivement donc les divers types d'animaux, quoi. C'est pas seulement, par exemple, plusieurs races de bovins. Ça fonctionne pas comme ça. Ah non, ça fonctionne pas. Donc, toutes les races de bovins ont les mêmes parasites. Alors, certaines races sont plus résistantes. J'ai parlé aussi à un moment, et je suis désolée, je couvre beaucoup de matière en très très peu de temps, donc je suis parfois obligée de survoler, mais j'ai parlé que le facteur race est parfois un facteur de sensibilité au parasitisme. Et là, je pense par exemple au blanc-bleu belge, qui est quand même une race qui est devenue, c'est sélectionné génétiquement, hein, je crois qu'il y a 70 ans, les blancs-bleus belges ou les blancs-bleus tels qu'on les avait à cette époque-là étaient beaucoup plus résistants, mais vu leur sélection ultra spécifique, on en a fait une race super sensible à plein de parasites. Et là, je parle même plutôt de la gale, hein, les parasites externes. Malheureusement, pour la plupart des parasites, toutes les races bovines vont partager les mêmes parasites. Et il en va de même, d'ailleurs, c'est bien de me poser cette question-là, parce que n'allez pas penser que des moutons et des chèvres, ces deux espèces différentes, elles ne peuvent pas s'accoupler, mais elles partagent quand même les mêmes parasites en grande partie. Et la même chose pour les ânes et les chevaux. Ils partagent les mêmes parasites aussi. Donc, quand je dis le pâturage mixte, c'est vraiment, on va mettre chevaux avec bovins ou chevaux avec ovins ou caprins, ou alors bovins avec ovins et caprins. Ça marche aussi. Et ça ne marchera en fait que si la charge à l'hectare est la même pour les deux espèces. Si vous mettez un cheval avec un mouton, ça va être bénéfique pour le mouton, mais ça ne va pas être tellement bénéfique pour le cheval, parce que le cheval, maintenant je n'ose plus dire que c'est un UGB, parce que je sais que ça vient de changer avec la nouvelle PAC, toutes les équivalences là, mais un mouton c'est beaucoup moins. Donc le mouton va émettre moins de parasites dans la prairie que le cheval aura l'occasion de manger, alors que le mouton n'aura pas l'occasion de manger toutes les larves des parasites du cheval. Ça va? Ok. Voilà. Et concernant du coup la rotation des prairies, c'est une bonne alternative alors, si j'ai bien Oui, compris. tout à fait. Qu'il faut renouveler, enfin, il ne faut pas les laisser trop longtemps non plus Oui. Au même endroit, quoi. Oui, donc là, je peux peut-être montrer quand même une de celles qui est plus loin dans ma présentation, ici vous avez les détails. Donc ici, les rotations, si vous imaginez que je mets un rectangle vert encore ici, c'est parce que sinon ça devenait trop petit qu'on ne l'a pas fait, mais un rectangle vert qui correspondrait à la surface de prairie qu'il vous faut pour le troupeau que vous avez, pour avoir une charge optimale. Et on ne met pas de clôture intermédiaire. Donc on fait un grand rectangle vert, on ne met pas de clôture intermédiaire. Il y a une étude française qui a montré que si vous reprenez cette même superficie, hein, vous la divisez en deux, vous avez déjà une diminution de la charge parasitaire de 40 à 50%, rien que parce que vous allez laisser alternativement une parcelle au repos. Hein, vous allez mettre vos animaux ici, ils vont brouter évidemment sur une partie de votre saison de pâture, vous allez devoir les changer, les mettre là, puis vous les remettez là, vous les remettez là. Vous allez avoir une diminution de la charge parasitaire de 40 à 50%.
Et si vous prenez ce même rectangle, ce rectangle-ci est censé être le même que celui-là, ça ne l'est pas tout à fait, mais vous le divisez en 3 parcelles, eh bien, vous allez avoir une diminution de la charge parasitaire de 70 à 80%. Pourquoi? Parce que vous laissez toujours 2 parcelles au repos, et ces 2 parcelles, qui seront chaque fois différentes, ça va casser les cycles vraiment de vos parasites déposés là par le passage précédent. Donc ça, c'est vraiment la théorie qui est derrière cette rotation parcellaire. Alors, ce n'est pas toujours possible de faire des rotations parce que, évidemment, vous devez gérer la charge de votre troupeau, vous devez gérer la météo, enfin, qu'on ne sait pas gérer du tout, mais vous devez en tenir compte. Et vous devez aussi parfois aller faucher certaines parcelles parce que l'herbe pousse un peu trop vite. Voilà, tout ça fait que ce n'est pas toujours possible de faire des rotations comme on voudrait les faire, mais alors là, il faut être attentif aux autres aspects qui interviennent dans cette gestion agronomique. Et d'ailleurs, ce principe de rotation, vous avez sans doute déjà entendu parler, principe de rotation poussé à l'extrême, c'est ce qu'on appelle le pâturage cellulaire, qui se fait quand même, qui est un peu popularisé en France dans certaines régions, surtout pour les moutons, où là, on change les animaux tous les jours ou tous les 2 jours de parcelles. Ça demande énormément de parcelles, ça demande pas mal de travail, puisque à chaque changement de parcelle, il faut que les animaux aient à boire et tout ça. Mais ça permet vraiment de diminuer la charge parasitaire des prairies. Ok, merci. Avec plaisir. J'aurais peut-être encore une question. Oui. Quand vous conseillez de ne pas traiter les animaux juste avant de les changer de prairie pour éviter qu'il n'y ait plus que les résistants dans la prairie, Oui. Ici, d'un point de vue pratico-pratique, on va faire la mise à l'herbe, notamment pour le bétail allaitant, que c'est plus difficile à manipuler en prairie, etc. Souvent, on vermifuge avant de lâcher. Oui. Donc, l'idéal, ce serait de lâcher vraiment juste, de vermifuger juste avant de lâcher, histoire qu'il n'y ait pas encore de résistance et que ça sécrète encore un peu des sensibles, de ne pas vermifuger 10 jours avant de lâcher, quoi. Ou ça n'a Oui. aucun impact? Si, ça a de l'impact. Alors, dans ce que vous me dites, plusieurs réflexions me viennent. Êtes-vous sûr de devoir vermifuger juste avant de lâcher? Êtes-vous sûr que vous avez du parasitisme? Oui, Je sais que dans le cas où il faut vermifuger, oui. Pardon? Ben, ça, c'est dans le cas où il faudrait vermifuger, bien sûr, en Oui. respectant, comme vous avez dit, les copros, etc., quoi. Voilà. Parce que je ne sais pas quel bétail vous avez, mais peut-être que vous n'avez pas besoin de vermifuger à cette saison-ci. Je ne sais pas si vous avez vermifugé à l'arrière-saison, donc à la rentrée à l'étable. Et si vous avez vermifugé à la rentrée à l'étable, alors les animaux ne se sont plus réinfectés tant qu'ils étaient à l'étable. Et cette vermifugation aussi que vous prévoyez au moment de la mise à l'herbe, eh bien peut-être qu'elle n'est pas nécessaire. Donc si on fait une coprologie, évidemment avant la sortie en prairie, on pourrait déjà faire une coprologie, mais personnellement je pense qu'on n'aurait pas énormément de résultats. Mais, donc ça c'est la première réflexion qui me vient. La deuxième, c'est que les résistances, ça ne vient pas du jour au lendemain, mais vous augmentez le risque d'augmenter votre résistance ou de la faire apparaître effectivement en vermifugeant et en mettant les animaux dans une prairie réputée propre. Une prairie réputée propre, c'est une qui aurait été fauchée à l'arrière-saison. Ça, parce que finalement, je n'en ai pas trop parlé, mais c'est mis dans les détails. C'est une qui aurait été fauchée à l'arrière-saison ou une qui n'a pas été pâturée, une prairie récemment ensemencée. Ça, c'est des prairies réputées propres. Une prairie dans laquelle il y a eu du pâturage en fin d'arrière-saison, si elle a été pâturée par des animaux adultes qui ont eu le temps de se faire une immunité, alors c'est OK, elle n'aura pas une trop grande charge parasitaire.
mais il vaut quand même mieux ne pas y mettre des jeunes bêtes. Si elle a été pâturée par des jeunes bêtes, celle-là, c'est sûr qu'elle contient sans doute plus de larves transhivernantes des parasites. Donc, vous voyez, ce n'est pas le schéma que j'ai pu montrer où on voit les parasites résistants qui explosent. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer d'un coup. Ça vient petit à petit, ces parasites résistants qui explosent. Et effectivement, ce que vous me dites, s'il faut vermifuger maintenant, alors autant vermifuger le jour où vous les sortez en pâture et qu'elles réexcrètent des parasites dans la prairie parce qu'il y aura encore des parasites sensibles dedans. Ok, merci. Moi, oui. Oui. Est-ce que le fait de mettre les veaux en prairie, enfin en bovin allaitant, est-ce que le fait de mettre les veaux en prairie avec leur mère, ça participe déjà au début de leur immunité? Oui, alors oui, dans un certain sens. Donc, pour les animaux allaitants, quand on les met avec leurs jeunes, ce qui se passe, c'est que les animaux continuent quand même encore à téter leur mère et commencent à brouter. Et les animaux commencent à brouter lentement. Il y a une transition progressive qui se fait avec beaucoup de lait au début et puis un petit peu d'herbe. Et petit à petit, ça va s'inverser. Le lait va diminuer et le temps de pâturage va augmenter. Donc, cette transition est progressive et ça veut dire que le contact avec les parasites est progressif aussi. Donc oui, ça contribue à lentement démarrer leur immunité vis-à-vis de ces parasites. Maintenant, comme je le disais, on compte qu'il faut 2 années de pâturage pour que l'immunité, par exemple, contre Ostertagia soit établie. On dit qu'il faut 10 mois de temps de contact effectif avec le parasite pour avoir une immunité solide. Ça veut dire que vos veaux, ils seront vraiment considérés comme totalement immunisés ou totalement capables de se défendre qu'à partir de 10 mois de pâturage. Donc, on a besoin de 2 saisons de pâture pour arriver à ces 10 mois. D'accord. 2 saisons de pâture. Mais, enfin, moi, si je peux expliquer comment on fait oui. Par rapport aux jeunes, enfin, donc les femelles de 1 an et demi, enfin, elles ont 1 an maintenant, elles vont partir en prairie. Oui. Elles vont partir en prairie au mois de mai, hein, nous on lâche assez tard. Oui, c'est bien. Et puis on observe, en fait, on attend et on écoute si elles toussent, c'est surtout pour contre la bronchite vermineuse qu'on traite. Oui. Et on écoute si elles toussent, et en général, ça se passe à peu près à l'époque de la foire de Libramont. Ça. Oui. Et à ce moment-là, on vermifuge alors en prairie. Pardon? Et j'allais dire, et vous utilisez très probablement du quadrosol. Oui, c'est ça, parce qu'on a le tableau, on a votre tableau, là, le tableau que vous avez montré. Ouais, oui. Voilà. Et ça, c'est très bien parce que le quadrosol, effectivement, je veux bien le remettre. Il est dans la partie verte du tableau. C'est ça. Je ne lis pas très bien, mais c'est du levamisole. Je crois que c'est celui-ci, le levamisole. Il est dans la partie verte, donc vous pouvez traiter en prairie et c'est bien. Vous attendez de voir si les animaux toussent et vous traitez. J'ai pas eu le temps de dire non plus qu'en fait, pour la bronchite vermineuse, c'est donc un ver qui est ingéré, la larve est ingérée, mais ça va passer dans les bronches et les poumons. Et donc là, mon conseil en général, c'est on ne fait pas d'écoprologie pour essayer de voir s'il y a de la bronchite vermineuse, d'autant plus que ça, c'est une exception aussi. On est dans le monde du biologique, donc il n'y a aucune règle qui vaut à 100%, mais on n'aura jamais de parasites de bronchite vermineuse dans les matières fécales. Ce sont déjà des larves. Donc, si on veut les trouver, on doit faire une technique différente de celle que je vous ai expliquée. Et cette technique n'est même pas très fiable. Donc, pour la bronchite vermineuse, effectivement, le mieux, c'est quand même de voir que, tiens, aujourd'hui, il y a une bête qui tousse, le lendemain, il y en a 3, le surlendemain, il y en a 5. Si on est dans la période critique, et c'est effectivement de juin à octobre, c'est une période assez large, la période de la bronchite vermineuse,
c'est souvent des jeunes bêtes, c'est souvent lié à une prairie aussi. Souvent, les éleveurs savent dans quelle prairie ils doivent être attentifs à la bronchite vermineuse. Eh bien, on traite au levamisole, qui est la molécule de choix pour la bronchite vermineuse. Et pour l'anecdote, on n'a pas traité cet été. Ah ben super. Mais j'imagine de la sécheresse. Oui, c'est ça que je pensais, oui. Oui, très probablement. Je sais que l'été d'avant, là où il avait fait beaucoup plus humide, nous, les vétérinaires, on reçoit des alertes de l'ARSIA quand il y a des problèmes sanitaires, quels qu'ils soient. Et on avait reçu une alerte sur la bronchite vermineuse parce qu'eux avaient reçu quelques bovins en autopsie qui étaient morts de bronchite vermineuse. Et donc, alors, à ce moment-là, ils envoient une alerte, mais c'est l'été 2021, il a fait très humide et c'était le temps idéal pour la bronchite vermineuse. Oui. Moi, je me demandais s'il y avait certains parasites qui pourraient être neutralisés via des fleurs de bac ou des huiles essentielles, je ne sais pas, je me posais cette question-là. Alors moi, je suis vraiment pas spécialiste dans ce domaine-là et j'ai déjà une fois posé la question à des gens qui commercialisent en tout cas des huiles essentielles des fleurs de bac, je m'y connais encore moins. Eux me disent qu'au niveau parasitaire, c'est un peu complexe. Ce que je sais, et je suis allée à une formation là-dessus il y a bien, c'était au tout début où je travaillais chez Natagriwell. Il y a une parasitologue en France qui a fait des études avec des huiles essentielles qu'elle mettait dans l'eau de boisson, des chèvres. Donc c'était au niveau d'une coopérative d'éleveurs caprins. Et avec les éleveurs qui voulaient, elle a fait des petites études. Et ce qu'elle remarquait, c'est que les chèvres avaient à leur disposition des bacs d'eau dans lesquels il y avait des huiles essentielles différentes. Et elles allaient parfois boire dans un bac, parfois dans un autre. Et elle attribuait ça au fait qu'elle gérait elle-même un peu comme les animaux, comme je disais tout à l'heure, qu'elles peuvent choisir, si on leur en donne l'occasion, choisir les plantes qu'elles vont aller manger. Eh bien, les chèvres allaient boire l'eau qui contenait l'une ou l'autre ou pas d'huile essentielle. Elle trouvait qu'elle avait de bons résultats avec ça. Je sais qu'il n'y a aucune étude scientifique sur le sujet, donc ça reste quand même de l'ordre de l'empirique. J'ai pas envie de l'exclure parce que moi-même, je crois en les bénéfices de phytothérapie et d'aromathérapie. Mais malheureusement, je peux pas vous dire, ah ben oui, pour tel parasite, vous devez donner telle huile essentielle. Ça, je suis tout à fait incapable de vous le dire. Oui, c'est quand même assez complexe. Il faut s'y intéresser de très près. Oui. Et il y a peut-être je connais des vétérinaires qui sont phytothérapeutes ou aromathérapeutes ou même homéopathes qui pourraient peut-être vous répondre, mais moi je peux pas répondre à cette question-là. D'accord, pas de souci. Voilà, désolée. Et concernant la présentation que vous nous avez faite, du coup, on s'est la retrouvée, enfin, pour pouvoir la relire. Ben, je vais laisser répondre Sophie peut-être, mais je pense elle a été enregistrée, donc ou Antoine, oui. Elle a été enregistrée, elle sera sur la chaîne YouTube de Terrae. Oui, on peut aussi fournir le format PDF si ça te va, Ariane. Pas de souci, aucun souci. Je suis très open source. Je trouve que la connaissance, il ne faut pas la garder pour soi. Donc, pas de souci. Ok, super. J'enverrai le PDF avec le lien vers la vidéo alors à tout le réseau. Super. Chouette. Super. Je ne parviens pas à mettre un like, moi, pour participer à l'analyse coprologique. Moi non plus. Mais ça m'intéresse. Vous pouvez mettre un autre message dans le commentaire, Okay, comme ça on centralise un peu les infos. Donc voilà, comme Laurent l'a remarqué, j'ai mis dans le chat un petit message où vous pouvez vous manifester pour marquer votre intérêt pour participer aux analyses coprologiques. Donc soit en mettant un petit like ou vous mettez juste un autre, enfin vous pouvez mettre un autre message ou envoyer un mail à Sophie Demol. Ok.
Est-ce que je pourrais Oui. Est-ce que je pourrais revenir sur les méthodes alternatives avec Oui. les plantes riches en tanins? Enfin, moi, ça m'intéresse énormément. Donc, je ne Oui. sais pas s'il y a des sujets qui pourraient être développés un peu plus précisément, enfin, ce sujet-là plus précisément, une autre fois ou ailleurs. Et je n'ai pas eu le temps de lire les arbres et les arbustes, mais je voulais savoir, parce que vous avez dit lotier corniculé, pédoculé, etc. Est-ce que des prairies pourraient être identifiées? Parce que je vois la photo, justement, votre dernière photo avec ces prairies-là. Est-ce qu'elles pourraient être identifiées ou nous envoyer un message en disant que, ben oui, ça pourrait aider? Je ne sais pas. Donc, en fait, je vais prendre le problème à l'envers. La photo que vous voyez, c'est une photo que j'ai faite moi-même d'une prairie à haute valeur biologique. Ouais. Et c'est une prairie maigre de fauche. Voilà, c'est une prairie que la plupart des fermiers diraient c'est une prairie qui ne vaut rien. Mais elle est C'est un peu gérée. comme ça chez moi. Ah ben c'est tant mieux. Mais c'était pour rebondir sur les analyses de fourrage, mais si vous pouvez continuer. Oui, mais donc en fait, ce type de prairie-là, donc une prairie de fauche, je pense que si elle était broutée par des animaux plusieurs années de suite, elle ne ressemblerait très vite plus à ça. Ouais. C'est le fait qu'elle est gérée par de la fauche, qu'elle est aussi fleurie à certains moments de l'année. Mais ceci dit, je pense qu'on peut aussi, en laissant les espèces prairiales se développer, avoir des prairies très intéressantes pour les animaux, pour leur faciliter le fait de faire des choix dans ce qu'ils veulent manger. Et il n'y a pas que le couvert au sol, il y a aussi le fait d'avoir des haies et des arbustes à disposition du bétail, quel qu'il soit, hein, parce qu'on pense qu'il n'y a que les chèvres qui mangent les haies, mais non, les moutons, les bovins, les moutons peut-être un tout petit peu moins, mais les bovins, les chevaux, s'ils y ont accès, ils vont aussi aller en manger. Alors, développer la partie plutôt sur les nutricaments ou les alicaments, comme on les appelle, et je peux remettre cette partie-là. Il n'y a pas énormément de choses là-dessus. Il y a des articles là-dessus en France. Ils ont essayé de faire des essais en mettant, par exemple, du sainfoin en pellet, du sainfoin séché en pellet, en administrant ça à des animaux et voir le résultat au niveau du parasitisme. C'est très difficile aussi, ça reste très complexe et je pense que c'est un peu comme les huiles essentielles et les fleurs de bac parce qu'ils avaient des résultats contradictoires et ce qu'on sait en tout cas, c'est deux choses, c'est que c'est pas en mettant des pellets de sainfoin à un jour J qu'on va avoir un effet antiparasitaire, il faut leur en donner déjà pendant plusieurs jours d'une part, et on n'a pas idée actuellement d'une dose qui conviendrait. Donc, les médicaments, on sait, voilà, telle dose est efficace, il faut donner telle dose aux animaux et telle dose est toxique, donc on ne va pas dépasser telle dose. Pour ces aliments-ci, qu'on appelle donc nutricaments, qui sont décrits dans une législation, on n'a pas ça. On ne sait pas, tiens, si on donne à des agneaux pendant 7 jours du sainfoin à dose de, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais de 100 grammes par jour, on va avoir un effet antiparasitaire, ces agneaux seront bien vermifugés, vont pouvoir bien grossir. Non, ça, on ne sait pas faire. Et la deuxième chose qu'on a pu établir aussi, et ça a été établi chez les chevaux et chez les ovins, à ma connaissance, pas chez les bovins, mais ce sera pareil, c'est que si on donne accès à ces animaux, à ces aliments riches en tanins condensés et qu'on vient faire un vermifuge, on a une diminution de l'efficacité du vermifuge, de la molécule vermifuge. On a une moindre concentration plasmatique. Donc, c'est dangereux de faire les deux en même temps, parce qu'alors on va se retrouver dans le cas de figure où on donne une dose non létale du vermifuge. Donc, il ne faut surtout pas faire les deux ensemble. On peut utiliser les nutricaments, mais pas en même temps qu'un vermifuge. Oui, oui, d'accord. Mais je ne le pensais pas dans le sens de le donner séparément. Oui, 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 je pensais dans un sens de gestion globale de l'élevage et dans les prairies. De la prairie. Et justement, la photo, la dernière photo, donc c'est un foin. Est-ce que ce foin est considéré un peu riche en tanins?
Ou pas? Je me souviens Du plus sein, très c'est bien. Je pense pas qu'il y avait du sainfoin ni du lotier. C'était des fleurs un peu plus élevées. J'ai fait cette photo il y a déjà longtemps, donc je me souviens plus très bien. Oui, mais Mais- si on le récoltait, quoi, enfin, je veux dire, ou bien le tanin qu'elle broute en général disparaît parce qu'on en fait du foin. Non. Ah Je me non, trompe non, pas. non, non, oui, il reste dans le. Non, non, les tanins condensés restent dans le foin, oui, oui. Ah Il oui, reste d'accord. pour autant que vous puissiez avoir une bonne conservation de votre foin, il reste dans le foin, le tanin condensé. Ça, Oui, c'est oui. vraiment. Les tanins condensés, c'est à considérer comme presque comme quelque chose d'inactif. C'est pas vrai que c'est inactif parce que ça a une action sur les protéines, mais ça passe à travers le tube digestif de l'animal un peu comme un lest et ça entraîne, par son action sur les protéines, ça entraîne les parasites. On pense que c'est ça l'action. Et de ce fait-là, enfin, ça reste dans le foin aussi. Ce n'est pas quelque chose qui va être éliminé du foin. Mhm. Comme le vin. Voilà, comme les tanins du vin, exactement, ou comme les tanins pour tanner les peaux d'animaux. Hein. Ah C'est oui. c'est les mêmes tanins qui sont utilisés. Donc, quand on tanne une peau d'un animal, en fait, on va lier les protéines de la peau pour éviter la putréfaction avec ces tanins. C'est ça qu'on fait. On applique des tanins pour lier les protéines, pour éviter la putréfaction. D'accord, merci. Moi, j'aurais peut-être une petite question, si on a encore le temps. Oui. Sur un sujet qui n'a pas été fort abordé, c'est par rapport à la gestion des diptères, des mouches piqueuses. Oui. Allez, dans certaines situations, on voit carrément des vaches toutes bleues dans la prairie remplies de butox. Est-ce qu'il existe des manières des méthodes répulsives vraiment valables ou des molécules un peu moins nocives que pour les auxiliaires et les autres diptères? Je parle de répulsifs parce que nous, dans la région, ça fait 2 ans qu'on a des grosses attaques de simili Ouais. qui viennent attaquer les bêtes et il y a plusieurs voisins qui ont carrément perdu des vaches. Donc c'est très inquiétant. Je me demandais si, avec votre grande expertise, vous aviez un avis sur la question. Ouais, d'abord, je suis pas une grande experte. Hein. Ça me fait que 6 ans que je travaille chez Natagruel et que je m'intéresse à toute cette thématique-ci et je n'aurais pas assez de ma vie pour être vraiment experte. Mais j'ai envie de vous répondre que vous devez favoriser les chauves-souris vraiment à tout prix. Ça, pour moi, c'est vraiment une des méthodes les plus naturelles de lutter contre les insectes et contre les insectes qui sont problématiques. Hein. On sait que certains insectes sont problématiques pour le bétail, aussi transmetteurs de certaines maladies d'ailleurs. Euh, et je n'ai pas, à ma connaissance, malheureusement, je n'ai pas de remède moins écotoxiques que celles qui sont actuellement, que les molécules qui sont actuellement utilisées en répulsif contre les parasites externes ou contre les insectes. Je n'ai rien d'autre à vous proposer, si ce n'est favoriser les chauves-souris et les hirondelles pour la journée. C'est vraiment quelque chose à faire, même en prairie. Hein, vous pouvez favoriser, je disais mettre des nichoirs chez soi, mais on peut même aller mettre des nichoirs en prairie, en bordure d'un bois ou même sur un piquet isolé. Il y a de grandes chances qu'ils ne seront peut-être pas habités la première année, mais il y a de grandes chances qu'ils se fassent coloniser quand même ces nichoirs assez rapidement. Ok, merci bien. Et les chauves-souris interviennent justement à la saison où les insectes, puisque les chauves-souris, vous savez, elles hibernent, et en hibernation, ben là, elles n'interviennent pas, mais c'est la saison aussi où il n'y a pas d'insectes, donc elles interviennent dès que les insectes ressortent. Merci. Voilà. Une petite question, moi aussi, par rapport à la survie des parasites dans les fourrages conservés. Est-ce que c'est possible ou totalement impossible?
Oui, voilà, les parasites, leur cycle est coupé à partir du moment où on vient faucher pour faire du foin. Déjà, on a laissé pousser l'herbe pour faire du foin ou du préfané ou de l'ensilage d'ailleurs. On a laissé pousser l'herbe et déjà à ce moment-là, on va avoir une perte des larves L3, les larves infestantes qui vivent uniquement sur leurs réserves. Et donc, si même il y en avait au moment où on fauche, ces larves ne survivent pas à la dessiccation si on fait du foin, à l'ensilage à l'ensilage, même si on fait du préfané, c'est une forme d'ensilage aussi, elles ne vont pas survivre. Donc les parasites, on ne les retrouve pas dans les aliments conservés, vraiment pas. Le seul moment, je parlais aussi des parasites d'étable, il y a des œufs de parasites qui survivent très longtemps dans le milieu extérieur, ça oui. Donc, certains parasites émettent des œufs qui peuvent survivre plusieurs années dans le milieu extérieur, sous l'état d'œufs, sans développer de larves alors, et qui vont être plus embêtantes pour le jeune bétail, parce qu'on a beau faire ce qu'on veut, il y aura toujours ces œufs de parasites dans le milieu extérieur. Mais vraiment, c'est pas les aliments, c'est pas une voie de contamination à part brouter de l'herbe. Ce n'est pas une voie de contamination pour le parasitisme. Et dans le cas d'affouragement en verre, si quelqu'un fauche, ramasse et amène à l'étable, dans le cas de prairies lointaines ou de sécheresse, ça pourrait peut-être quand même poser problème. Si ces prairies-là sont pâturées à ce moment-là, alors oui. Si elles n'ont pas été pâturées et qu'on vient simplement, enfin, que c'est des prairies qui sont tout le temps fauchées, par exemple, le fait de laisser une prairie 2 années de suite en fauche avant de la faire repâturer, ou même, je vous ai dit tout à l'heure, une prairie propre, c'est celle qui aura été fauchée juste avant. Donc, faire pâturer des regains, on fait pâturer une prairie qui est propre. Si on vient la faucher une deuxième coupe, par exemple, au mois de septembre-octobre, et puis qu'on ne la fait plus pâturer, c'est une prairie propre au printemps aussi. Donc, si pour affourager en verre, si on va chercher le fourrage sur une prairie qui n'est pas pâturée, en général, il n'y a pas de souci. Si évidemment on prend une parcelle qui a été pâturée la semaine avant, là oui, on risque d'amener des parasites, mais les parasites auront du mal à faire leur cycle complet si les animaux sont à l'étable parce que les conditions ne sont pas là pour la plupart des parasites pour faire leur cycle complet. Donc là, il y a vraiment pas trop de problèmes. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut laisser les animaux hors sol. Hein. C'est une question de bien-être aussi. Mais voilà. J'ai un fermier ici, j'habite en SB, moi, et j'ai un fermier qui vient de décider que plus aucun de ses bovins n'irait en prairie. Il est en train de retourner les quelques prairies qui restaient encore pour en faire des terres de culture, et je trouve ça très très triste parce que moi je reste persuadée que ce n'est pas dans l'intérêt du bien-être de ces animaux.